suis Mylène Moyal, je suis psychiatre, donc je travaille à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, dans un centre de référence maladies rares à expression psychiatrique, c'est le CRMR à expression psychiatrique, qui est dirigé par le docteur Boris Chaumette. Et puis j'ai également une activité de recherche, puisque je suis en thèse de sciences au laboratoire INSERM à l'Institut de psychiatrie et de neurosciences de Paris. On a mis en place un partenariat depuis maintenant un an, c'est depuis mai 2024, entre la Fondation John Bost et le Centre de référence maladies rares à expression psychiatrique. J'interviens dans les établissements de la Fondation plutôt tournés sur les troubles du neurodéveloppement. Et l'idée, c'est que je puisse rencontrer le résident, donc que je puisse l'évaluer, voir les difficultés, les symptômes qu'il peut présenter, mais donc que je vois le résident, mais également son entourage, l'équipe éducative, l'équipe soignante, qui ont beaucoup d'informations à apporter sur comment se passe la journée, comment se passent les nuits. Et puis je rencontre aussi les familles qui ont tout le déroulé de la grossesse, de la petite enfance, de la mise en place du développement. Donc ces consultations familiales permettent déjà de discuter du diagnostic clinique, mais aussi du diagnostic étiologique, donc identifier éventuellement la maladie génétique sous-jacente. Et le fait de venir sur place nous permet de beaucoup mieux comprendre l'environnement du résident. Voilà. Donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on a mis en place cet accord. Un bilan génétique, c'est c'est une prise de sang qui permet d'avoir accès au patrimoine génétique. Ce code génétique, donc très important pour notre fonctionnement cérébral, etc. Il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des variants. Plutôt que mutation, on va utiliser le terme variant. Des variants dans ce code génétique qui peuvent induire des maladies. Des troubles. Et aujourd'hui, on sait que dans 60% des cas, avoir un trouble du spectre de l'autisme et un trouble du développement intellectuel, c'est une cause génétique. On retrouve un variant génétique, que ce soit une mutation au niveau d'une lettre ou toute une partie de l'ADN en moins ou toute une partie en plus. On retrouve dans 60% des cas une maladie génétique qui est associée à la présentation clinique, au diagnostic clinique, du trouble du spectre de l'autisme et du trouble du développement intellectuel, associé ou non à de l'épilepsie. Aujourd'hui, on fait des génomes dans plein d'indications, mais depuis quand même assez récemment, on a l'indication du génome dans les troubles psychiatriques, et notamment dans le trouble du spectre de l'autisme et aussi dans le trouble du développement intellectuel. Et l'idée, c'est d'aller identifier des maladies génétiques qui pourraient être responsables de ces symptômes cliniques, de ces syndromes cliniques. On prélève donc une prise de sang, le résident et ses parents, et ensuite les généticiens. Alors il y a toute une partie qui est faite avec des machines pour faire le séquençage, mais ensuite les généticiens se retrouvent avec plein d'erreurs, parce qu'on a tous plein d'erreurs dans le code génétique, c'est normal, parce qu'on hérite d'une partie de nos parents, le code génétique, mais au moment de la création du bébé, ou plutôt au moment de la création du spermatozoïde ou de l'ovocyte, on recopie tout l'ADN. Et au moment de ce recopiage, il y a 3 millions de lettres à recopier. Il peut y avoir des erreurs qui viennent se glisser, des variants, des délétions, des parties d'ADN en moins, des duplications, des parties d'ADN en plus, qui viennent se glisser. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement avoir ce recul sur les résidents de la Fondation, avec les difficultés qu'ils peuvent avoir au niveau clinique et les diagnostics génétiques, pour avoir ce recul de quelle maladie génétique donne plutôt quel trouble du neurodéveloppement, quelle difficulté comportementale au quotidien. Donc c'est vraiment une ouverture sur le cadre et les difficultés des résidents beaucoup plus précise que ce qu'on pourrait avoir en consultation, et qu'on peut ensuite mettre en lien avec les anomalies génétiques qu'on aura identifiées. Identifier une maladie génétique, à quoi ça peut servir? À la fois pour leur enfant, pour eux, pour aussi les soignants. Parce qu'en fait, il y a plein d'avantages à identifier une maladie génétique. C'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle quand on identifie une maladie génétique, parce que déjà ça donne une explication. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de parents qui se disent mais pourquoi mon enfant a ça? Est-ce que c'est parce que quand il était petit j'ai fait telle chose, il a fait telle fièvre à tel âge et c'est pour ça qu'il a ces difficultés de développement? Donc déjà ça donne une explication et c'est un soulagement. Il y a beaucoup de culpabilité aussi parce que pendant des années on a dit que c'était la faute des parents, on a dit que c'était la faute de la mère, que l'autisme c'était que la mère qui était trop proche de son enfant ou au contraire pas assez proche de son enfant, ça a varié. Et donc il y a beaucoup de culpabilité pour les parents qui se sont dit j'ai mal fait, j'ai mal élevé mon enfant, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et ça c'est vraiment quasiment à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de venir remettre la génétique dans cette histoire, parce que ça déculpabilise énormément. On n'est pas responsable de son patrimoine génétique, de son ADN.
Peut-être pour vous donner un premier exemple, là, à la Fondation, pour une famille, pour un résident qui a une quarantaine d'années, on a relancé les bilans génétiques. Alors il se trouve que ce résident n'avait pas eu de bilan génétique en dehors d'un karyotype. Alors, après c'était il y a 40 ans, hein, donc il avait eu un karyotype qui était normal. Il y avait eu une IRM, un électroencéphalogramme, tout était retrouvé normal. Mais ce résident a donc un trouble du neurodéveloppement, avec un trouble du développement intellectuel, un autisme et également d'autres symptômes, des malformations cardiaques, des malformations aussi osseuses. Et donc on s'est lancé dans le bilan génétique, mais comme on le propose pour tous les résidents, et on s'est lancé dans la puce à ADN, la CGH, qui permet déjà de débrouiller un peu les choses en regardant s'il y a des quantités d'ADN en plus ou des quantités d'ADN en moins. C'est quand même assez grossier comme test. On a fait ce bilan génétique par CGH et on a pu identifier une délétion sur le chromosome 2 qui intégrait le gène NSD1, qui est un gène qui est très connu, qui est connu pour donner une maladie génétique qui est le syndrome de Sotos. Et c'est une maladie génétique qui expliquait vraiment toutes les difficultés que pouvait présenter ce résident, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique où on retrouve de l'autisme, où on retrouve un trouble du développement intellectuel, mais aussi une scoliose et des difficultés de développement osseux comme avait eu ce patient, également des malformations cardiaques. Donc on a fait ce diagnostic chez ce patient qui expliquait tout le tableau clinique et on a pu l'annoncer à la famille et ça a été un grand soulagement pour la famille de 40 ans après comprendre pourquoi ce résident avait des difficultés depuis toujours. Et puis ça nous a encore plus aidé parce que c'est un résident qui a des difficultés de comportement, où il peut avoir de l'irritabilité. Et on sait que dans le syndrome de Sotos, il y a beaucoup d'anxiété et que ça peut être l'anxiété qui drive l'irritabilité et les troubles du comportement. Et dans ce cas-là, on sait aussi que les antidépresseurs fonctionnent très bien. Et donc, on a proposé à ce patient un traitement antidépresseur, en plus de compléter le bilan, parce qu'on sait que ce syndrome de Sotos est associé à des anomalies urinaires, dans les voies rénales et urinaires. Et donc, on a complété avec un bilan urinaire. Parce qu'en fait, avoir la maladie génétique, ça nous permet de déculpabiliser, d'adapter les traitements, mais ça nous permet aussi de compléter les investigations, parce que certaines maladies génétiques sont associées à des malformations cardiaques, et donc on va aller rechercher la malformation cardiaque avant qu'elle se prononce cliniquement. Parce qu'en fait, avoir la maladie génétique, ça nous permet de déculpabiliser, d'adapter les traitements, mais ça nous permet aussi de compléter les investigations, parce que certaines maladies génétiques sont associées à des malformations cardiaques, et donc on va aller rechercher la malformation cardiaque avant qu'elle se prononce cliniquement. Ça peut être très intéressant aussi pour l'équipe soignante. En fait, d'avoir identifié la maladie génétique, ça nous passe d'une maladie qui est l'autisme, qui est une maladie très hétérogène, à une maladie génétique où les patients se ressemblent plus, quelque chose de plus homogène, où il va y avoir des symptômes qui se ressemblent plus, des traitements qu'on aura essayés pour la même maladie génétique et on saura s'il y a une efficacité ou pas. Donc ça permet de se rapprocher vers une médecine personnalisée, de personnaliser le traitement. Et puis il y a aussi beaucoup d'associations de malades, des maladies rares, auxquelles les parents peuvent se rapprocher, qui peuvent être très aidantes. Ça nous permet aussi de faire de la prévention, parce que la maladie génétique, on sait quelles complications elle peut avoir. On va avoir le recul des autres personnes qui ont cette maladie génétique. On sait s'il peut y avoir des complications cardiaques ou des complications pulmonaires ou rénales. Et donc on peut être à même à faire de la prévention, parce qu'on peut prévenir les complications. On peut éventuellement prévenir l'épilepsie, si on sait que ça peut être associé à l'épilepsie. Voilà, on est plus à même à faire de la médecine vraiment très personnalisée et prévenir des éventuelles complications. En plus de faire de la prévention, c'est aussi de faire du conseil génétique, c'est-à-dire qu'un résident, un patient qui a une maladie génétique peut se poser la question au moment où il veut avoir des enfants, est-ce que je vais transmettre la maladie ou pas? Et ça, on peut répondre. Un frère ou une sœur peut se poser la question, est-ce que mes enfants peuvent avoir la même maladie? Et ça, on peut répondre, si c'est de novo, si c'est hérité. On a commencé les bilans génétiques, donc on en a fait une trentaine de bilans génétiques. On a surtout fait des CGH pour l'instant, donc 30-35 CGH, vous savez c'est la puce à ADN, parce que les généticiens aiment bien qu'on débrouille avec une CGH. Mais l'objectif c'est que si la CGH est sans anomalie, on puisse aller au génome. Et pour l'instant, on a fait 10 à 15 génomes, la plupart du temps en trio. Donc c'est-à-dire avec les deux parents. On a pu faire en quatuor aussi, c'est-à-dire avec le frère ou la sœur qui était malade aussi. On a fait 2 génomes en quatuor. Voilà, donc ça avance, sachant que c'est assez long parce que la CGH, le bilan par puce à ADN, ça met déjà 3 à 6 mois pour avoir les résultats, plutôt 3 mois. Et le génome, on est 6 à 12 mois pour avoir les résultats. Après, ce qui est vrai, c'est que les adultes,
qui sont donc dans des centres ont moins accès aux spécialistes, aux généticiens. Et donc c'est important d'aller aussi rattraper ce retard qu'on n'avait pas il y a 40 ans ou il y a 30 ans parce qu'on n'avait pas accès à ces tests génétiques, mais de rattraper ce retard. Et c'est un peu l'objectif de mon intervention à la Fondation, c'est d'aller proposer le bilan génétique à tous les résidents. Autour des bilans génétiques, il y a toujours un consentement génétique. On ne fait pas de la génétique comme ça, comme on veut. C'est toujours accompagné d'un consentement. Donc pour les résidents qui ont des troubles du développement intellectuel, ça passe par le consentement du tuteur. Mais on essaye toujours de recueillir le consentement de la personne pour faire le bilan génétique, parce que voilà, on va accéder à notre patrimoine génétique, donc il faut avoir le consentement et c'est très très encadré, voilà, avec des signatures. Il y a aussi une histoire de conservation du bilan génétique, du tube qui est prélevé sur la prise de sang, parce qu'en fait aujourd'hui, si on a un génome qui revient négatif, donc on n'a pas identifié de maladie génétique, on propose de le refaire 5 ans après. Pourquoi? Parce que 5 ans après, il y aura une explosion des connaissances de génétique, ça augmente énormément, c'est exponentiel nos connaissances, et donc 5 ans après, on sera peut-être beaucoup plus à même d'identifier la maladie génétique de ce résident. Donc il y a aussi une histoire de conservation des données, des échantillons, des données. Il faut prévenir les familles, et c'est hyper important, il faut prévenir les résidents. Voilà, donc il y a effectivement, c'est très encadré au niveau éthique, voilà, pour éviter tout débordement. Cet accord avec la Fondation de John Boss entre donc l'hôpital universitaire avec le service du centre référence maladies rares et la Fondation, c'est très important parce qu'on a le milieu universitaire avec les connaissances scientifiques et puis on a l'expérience terrain des patients avec troubles du neurodéveloppement. Donc pour l'instant il est en place depuis 1 an. Le but c'est qu'il continue, qu'on puisse rencontrer tous les résidents, pouvoir rencontrer les familles, pouvoir faire les diagnostics. Et puis après, dans le futur, l'objectif, ça serait qu'il y ait plusieurs structures universitaires qui se mettent en lien avec plusieurs structures médico-sociales pour vraiment renforcer ce lien entre l'hôpital et le médico-social pour que les résidents puissent avoir plus accès aux soins des hôpitaux. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est un début, mais c'est vraiment de renforcer, d'agrandir et de continuer. Dans le cadre de cet accord, on a fait des formations pour les soignants et même pour tous les professionnels qui travaillent à la Fondation. On a pu former les médecins de la Fondation lors d'une journée. On a eu plusieurs intervenants pour vraiment reprendre les diagnostics génétiques dans les troubles du neurodéveloppement, l'épilepsie, les symptômes psychotiques dans les troubles du neurodéveloppement. Donc on a fait toute une journée avec les médecins de la Fondation. On est venu former les professionnels de la Fondation, donc les infirmiers, les aides-soignants, les éducateurs et vraiment tous les professionnels qui interviennent, également les directeurs, également les secrétaires, tous les professionnels qui interviennent autour des résidents. Ces échanges ont été très importants parce qu'on a eu le retour des professionnels sur le terrain. Nous, on a beaucoup l'idée de ce qui se passe en consultation ou la recherche, etc. Mais on n'a pas forcément toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir, eux, leurs connaissances vraiment de terrain, de comment ça se passe quand il y a des comportements défis, quand il y a des difficultés, quelle stratégie à mettre en place. Et ça a été vraiment un échange plus qu'une formation finalement. Ça permet vraiment de leur apporter ce nouveau point de vue, parce qu'eux, ils ont un relais aussi vers les familles, vers le résident qui est très important et ça permet aussi de déstigmatiser finalement les troubles du neurodéveloppement.